n'est pas très gâtés, nous avons à peu près 24 cm² au maxillaire, et encore, c'est pas si mal, et pour 14, dans le meilleur des cas, c'est souvent 8 à 10 cm² à la mandibule. Donc on sait déjà que de toute façon, en matière de sustentation, on est mal parti à la mandibule, et il s'agit donc d'enregistrer intégralement par le biais d'empreintes primaires et secondaires cette surface d'appui, hein. C'est la surface où repose la prothèse. C'est essentiel. Bon. En matière de stabilisation, nous savons tous que la stabilisation va plutôt dépendre de la relation maxillo-mandibulaire, de l'occlusion, du montage. Mais tout de même, cette stabilisation dépend aussi un peu de l'anatomie, parce qu'en fonction de la valeur des crêtes, du volume de crêtes que vous avez, eh bien, anatomiquement parlant, cette stabilisation va être plus importante. Plus il y a de volume, évidemment, plus c'est stable. N'en va pas moins que la stabilisation dépend surtout du montage. Alors en fait, le facteur le plus important que vous attendez tous, on va le voir dans un instant, c'est la rétention. Alors je vous ai mis ça aussi parce que tout de même, dans cette notion de stabilisation, mais on va y revenir tout à l'heure, interviennent aussi le facteur musculaire, tout ce qui est fibre horizontale, ça ne nous dérange pas en empreinte, mais on va passer un peu de temps là-dedans tout à l'heure, c'est que tout ce qui est fibre verticale, évidemment, va venir interférer avec un bord prothétique ou un bord de porte-empreinte. Mais enfin, comme je le disais, on attend surtout au tournant, dans l'équilibre prothétique, en matière d'empreinte, c'est la rétention, c'est quand même le facteur plus important. Concernant la rétention, vous avez à la fois des facteurs anatomiques, des facteurs physiques et des facteurs physiologiques qui vont intervenir et dont vous devez tenir compte quand vous faites vos empreintes. Le facteur anatomique, bon, on n'a pas beaucoup de facteurs, on ne peut pas intervenir beaucoup là-dessus, évidemment, on l'a ou on l'a pas, mais il est clair que lorsque l'on a des crêtes bien volumineuses, voire même des contre des poules par endroit, ou dans ces zones-là, avec nos empreintes, il faut les exploiter. Et ça, c'est pas toujours évident, notamment avec les laboratoires. Il est très important d'aller rechercher des rétentions dans les régions où, anatomiquement, on peut en trouver. Évidemment, il faut que ça soit pas excessif, parce qu'il n'y ait pas une indication de chirurgie pré-prothétique. Mais chaque fois que l'on peut exploiter une zone anatomique pour la rétention, il faut le faire. Nous avons également, en matière de rétention, un élément qui est important, c'est-à-dire la notion de rétention active et passive. Alors, rétention passive, il y a le poids musculaire qui joue. Alors, vous allez me dire, mais en quoi ça compte pour les empreintes? C'est très important. Parce que quand on fait une empreinte, on n'enregistre pas qu'un intrados, on enregistre aussi le vestibule. Et vous avez tous forcément, ou vous pratiquez très probablement tous, les surfaces polystabilisatrices. Ces surfaces externes, l'extrados prothétique, nous l'enregistrons avec les empreintes. On va voir comment. Il faut conserver ces enregistrements pour ensuite reproduire. Parce que ce modelage que l'on a de l'extrados prothétique, c'est l'emplacement musculaire. Le muscle trouve sa place et indirectement joue sur la rétention. Et puis il y a également un facteur qui n'est pas très important et qui n'est pas inexistant, qui est la rétention dite... non, je crois que j'ai inversé. Rétention active, rétention passive, excusez-moi avec mon... Vous avez là, on a fait des essais. Au niveau de la muqueuse, vous avez une réponse de la muqueuse au niveau de la rétention. Vous avez des récepteurs à ce niveau-là qui font que ça va jouer dans le sens de la rétention. On a essayé de faire, c'est pour ça que je vous ai mis, j'ai placebo et sans anesthésie, effet placebo, et avec anesthésie, on s'est aperçu que quand on anesthésiait la muqueuse chez un porteur de prothèse complète, la rétention chutait beaucoup. Et pourtant, on n'avait rien changé. Donc, alors que si on met un effet placebo ou alors sans anesthésie, la rétention est augmentée. Simplement, vous inversez actif-passif. Bref, c'est pas le plus important. Mais le facteur musculaire qui appuie, ainsi que les extérocepteurs de votre muqueuse ont ainsi un rôle à jouer dans la rétention. Et puis, naturellement, vous allez avoir, et ça c'est certainement le plus important, vous allez avoir les phénomènes d'interface. Alors, je ne les ai pas détaillés cet après-midi, nous n'en avons pas le temps, mais ce phénomène, entre autres, de capillarité, est essentiel. Il est essentiel et vous allez complètement intervenir là au niveau des empreintes.
Alors tous ces facteurs jouent dans le sens de la rétention. Je les ai résumés là, on ne peut pas s'attacher à ça maintenant. Mais vous avez d'une part les phénomènes d'interface qui vont jouer, et c'est ce qu'on enregistre lors des empreintes primaires et secondaires. Vous allez avoir l'effet ventouse, ça, on va le revoir tout à l'heure, c'est ce que vous allez réaliser avec votre joint périphérique. Vous avez donc ensuite les effets passifs, actifs, muqueuses, muscles, et tout de même la gravité, qui intervient également dans un sens. Quoi qu'il en soit, sur tous les facteurs qui viennent là devant vous, vous en avez principalement 3 qui dépendent de vos empreintes, à savoir la surface méniscale, c'est-à-dire la surface de la prothèse face à la surface de sustentation par le biais du film salivaire. Ça, c'est important d'enregistrer avec précision. Vous allez avoir l'épaisseur de ce film, c'est également la précision de l'empreinte qui fait que ce film va être le plus minime possible. Et enfin, la qualité de votre joint périphérique qui va vous donner cet effet de succion. Donc cet équilibre prothétique est bel et bien conditionné par la qualité de nos empreintes. Donc, troisième point, nos objectifs. Les objectifs, en fait, on a un seul objectif. On dit toujours empreinte primaire, empreinte secondaire. En réalité, il n'y a qu'une empreinte en prothèse complète. Elle se fait en 2 étapes, c'est tout. Parce que dans nos objectifs, quand même, ce que l'on veut, c'est à la fois enregistrer tous les tissus immobiles, ostéomuqueux, et on veut enregistrer toute la musculature en mouvement. Donc, un objectif, obtenir des maîtres modèles les plus justes possibles pour fabriquer une prothèse dessus, mais un objectif majeur en 2 étapes. Nous allons simplement revoir ces objectifs rapidement avant de rentrer dans la méthodologie clinique, comme je vous l'ai dit. Donc, obtenir la reproduction fidèle des surfaces qui ne sont pas mobilisables, et surtout enregistrer toutes les limites, ça c'est très important, c'est l'objectif de la première étape de l'empreinte, que l'on appelle l'empreinte primaire, et puis naturellement, enregistrer la mobilité de cette réflexion muqueuse, donc tout le jeu musculaire, c'est l'objectif de la deuxième étape, dite empreinte secondaire. Quoi qu'il en soit, cette étape des empreintes primaires n'est qu'une étape intermédiaire qui conduit à des porte-empreintes individuelles, et ce n'est que l'empreinte secondaire qui va vous conduire au maître modèle définitif sur lequel on élabore la prothèse. Voilà, pour les objectifs. Abordons maintenant, et ça, avant d'aborder la méthodologie clinique, je ne vois pas très bien comment on peut y échapper, l'examen clinique. L'examen clinique doit être accompli avec beaucoup de précision et de bon sens pour pouvoir adapter la technique d'empreinte. Et c'est ce que nous allons revoir simplement, et encore une fois, pas très longuement, maintenant. Alors, ces empreintes vont être conditionnées par ce que l'on va voir et par ce que l'on va palper. Il est extrêmement important de regarder, d'apprécier le volume, mais également d'apprécier l'importance des zones qui sont dépressibles. Important également d'examiner des zones qu'on ne pourrait pas soupçonner qui ne sont pas du tout dépressibles quand il y a une grande résorption. Nous sommes ici sur les processus géniques, par exemple. Très important parce qu'en fonction de ce que l'on va observer et toucher, eh bien, on va adapter une technique d'empreinte particulière. C'est pour ça que j'ai pris la peine de reparler avec vous à la fois de l'équilibre prothétique, à la fois de cet examen clinique. Alors simplement, un petit rappel entre nous, pour bien se figer cette notion-là, parce qu'on aura besoin tout à l'heure, en particulier dans la région postérieure, pour l'enregistrement du joint postérieur, et je vous rappellerai cette diapositive tout à l'heure. Naturellement, la surface d'appui, elle est classique et vous la connaissez. Je vous rends attentif au fait que la résorption vient, la plupart du temps, changer, modifier les rapports anatomiques. Il n'est donc pas rare d'avoir des crêtes très proches de l'épine nasale antérieure, quelquefois même confondues avec elle. Cela veut dire que vous faites ouvrir, vous examinez le vestibule, vous voyez un frein. Si vous n'y mettez pas le doigt, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes sur l'épine nasale antérieure ou pas. Mais le fait qu'il y ait sous le frein cette épine nasale va complètement changer l'ouverture du frein en avant. Lorsque c'est peu résorbé,
lorsque vous êtes très loin de l'épine, votre ouverture antérieure peut être plus rapprochée. Lorsque vous êtes sur l'épine nasale antérieure, vous allez être obligé d'échancrer beaucoup plus pour surtout ne pas prendre appui sur cette épine nasale qui se nécrose facilement et qui n'est pas faite pour supporter une charge. Donc très important d'être attentif à cette zone-là. À la mandibule, le problème est beaucoup plus marqué en ce qui concerne la résorption, comme vous le savez, puisque généralement la résorption est beaucoup plus importante, plus rapide, et vous allez très très souvent vous retrouver avec des crêtes qui sont quasiment plates, souvent même en gouttière. Et là, c'est très important de palper pour aller rechercher des processus génies qui peuvent être à fleur de crête et élargir la crête. Donc, il ne faut pas charger non plus ces zones-là. Ou encore, c'est peut-être le plus classique et qui va vous gêner le plus souvent au quotidien, c'est le foramen mentonique qui se retrouve sur la crête et qu'il va falloir détecter pour ne pas charger. Et puis enfin, latéralement, vous avez très souvent des crêtes qui sont dites en gouttière ou des crêtes négatives, puisque les lignes obliques se retrouvent au-dessus et vous allez avoir à ce moment-là de grandes difficultés pour trouver les limites et pour enregistrer ça avec vos empreintes. Alors c'est très important de le voir au travers de la muqueuse, cette structure osseuse, et la meilleure façon de faire, c'est tout de même, bien sûr, il y a les radiographies qui nous aident, mais la meilleure chose, c'est quand même la palpation. Cet examen clinique, naturellement, va tenir compte également de la muqueuse, qui peut être complètement flottante par manque de support osseux. C'est très fréquent lorsqu'il y a eu pendant des années une classe mandibulaire plus ou moins bien appareillée, le secteur antérieur tapant régulièrement dans la prothèse complète finit par détruire complètement la crête en avant. Et puis, vous allez avoir toutes sortes de situations, naturellement, qu'il faut bien évaluer. Il faut, encore une fois, nous sommes très très prudents par rapport à la chirurgie pré-prothétique. Il y a quelques années, on en faisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Maintenant, on tente à garder le plus possible. Et si vous avez deux contre-dépouilles importantes, vous n'en réduisez qu'une plutôt que deux. Vous en réduisez un peu, mais il ne faut surtout pas détruire trop, parce qu'après, les prothèses, vous perdez toutes les possibilités de rétention de la prothèse. Alors, évidemment, les surfaces sont en tout genre. Il faut vraiment bien les examiner. Vous avez des palais plats, vous avez des torus, des crêtes flottantes, parfois des tubérosités postérieures qui ont complètement disparu. Et c'est très très souvent en rapport avec l'historique dentaire de ces patients. Et à la mandibule, évidemment, le schéma est rarement dans de merveilleuses conditions comme celle-ci, elle est beaucoup plus comme ça. Et alors, vous reconnaîtrez bien que c'est pas toujours facile de faire la part de la partie linguale, de la partie du plancher, et puis ensuite, quelque part en dessous de cette langue et ce plancher, quelque part là en dessous, vous trouvez 1 mm de crête. Et c'est ça qu'il va falloir enregistrer. Donc, fort de tout ce que nous avons vu, de tout ce que nous avons palpé, je sais que je vais un petit peu vite, mais on a très peu de temps, c'est vraiment pour se remettre en bien les choses en tête, et puis nous sommes entre confrères, mais il est clair que nous devons passer du temps sur ce point-là pour pouvoir aborder une technique d'empreinte appropriée. Et voilà ce qui va nous retenir le plus longtemps cet après-midi, à savoir les étapes cliniques et de laboratoire. Ces étapes cliniques et de laboratoire, trop souvent négligées au niveau du stade primaire de l'empreinte, qui passe pour une empreinte que l'on rattrapera à la deuxième étape, des empreintes qui sont trop souvent vite faites et qui conduisent irrémédiablement à des problèmes de tenue prothétique, des doléances et un contexte donc de doléances et de difficultés. Alors, il est évident que je vais commencer par la première étape et vous constaterez à la fin de ma présentation que c'est sur cette première étape que je vais passer le plus de temps parce que c'est la plus difficile. Finalement, lorsqu'on a une empreinte primaire bien menée, conduisant à des portes-empreintes bien réalisées, et si vous avez une bonne méthodologie d'empreinte secondaire, ça va tout seul. Il est bien rare de louper une empreinte secondaire. Et pour sortir de bonnes primaires, c'est pas évident. Je me suis donc proposé de revoir avec vous quelles étaient les difficultés de ces empreintes. Vous avez d'une part, en empreinte primaire, vous en conviendrez,
des difficultés qui sont liées d'avant tout à la nature des tissus. Soit vous avez trop d'os, soit vous n'en avez pas assez. Très souvent, on n'en a pas assez, il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est que de palper, de regarder et de s'adapter. L'excès d'os, soyons prudents, je l'ai dit tout à l'heure. L'excès d'os, s'il est de cette nature-là, c'est-à-dire un torus punctiforme, une exostose en lame de couteau ponctuelle, je ne peux que vous engager à la supprimer par chirurgie. En revanche, tout ce qui est tubérosité, à moins qu'elle n'empêche la prise d'empreinte, ça arrive parfois, tout ce qui est torus de ce type-là, ou encore de ce type-là, ces excès d'os-là ne nous dérangent pas. Nous pouvons les utiliser, nous pouvons les recouvrir. C'est un facteur positif de rétention pour la prothèse. Ça ne pose généralement pas de problème. Vous savez, les patients ne se rendent même pas compte souvent qu'ils ont ces torus, ces exostoses, c'est nous qui leur disons. Et on les garde plutôt que de s'affoler et de les couper, ou pire encore, de faire des prothèses en fer à cheval pour les éviter. Par rapport à la nature des tissus, vous avez également des problèmes forcément avec la muqueuse. Et là aussi, on ne prend pas souvent garde avec cette notion de muqueuse. Vous savez, bon, la muqueuse libre et la fibromuqueuse. La fibromuqueuse a des dépressibilités variables, même dans une cavité buccale qui est en bonne santé, sans pathologie particulière de crête flottante. Cette dépressibilité, il est important de l'apprécier, et surtout, on ne peut pas être compressif au stade primaire. Nous ne souhaitons pas l'être, car vraiment vous avez deux zones très différentes à appréhender avec un même matériau. Et puis vous avez naturellement le comportement des muscles. Alors, vous avez par ailleurs, comme autre difficulté à aborder, les difficultés liées aux moyens d'enregistrer. Et c'est principalement là les problèmes que nous avons, parce que de toute façon, que ce soit la muqueuse, les muscles ou l'anatomie, mis à part la chirurgie pré-prothétique, nous n'avons quand même pas beaucoup de moyens d'intervenir. Mais là, oui. Il y a tout d'abord les porte-empreintes. Et ces porte-empreintes, on voit de tout et n'importe quoi dans le commerce. Il existe, comme vous le savez, des séries et des séries de ces porte-empreintes, et pour autant, il faut prendre le temps de les choisir correctement. Alors, il y a une chose qui est importante dans le porte-empreinte, et j'ai essayé de détailler les différents problèmes que vous pouvez rencontrer, c'est d'une part la forme, la dimension et le positionnement de ces porte-empreintes. Si vous devez faire des choix de porte-empreintes, privilégiez les porte-empreintes coudées qui vont laisser la place à la lèvre. Les porte-empreintes avec ce type de manche interfèrent irrémédiablement avec la lèvre, et on va en reparler tout à l'heure. Une lèvre qui se déplace est une lèvre qui déplace son vestibule avec et qui va vous donner une reproduction qui ne sera pas bonne. Alors, dans toutes les remarques que je vais vous faire, si vous les prenez un par un, ce sont des petits problèmes. Mais si vous les rajoutez à la fin, il y a tout ce qu'il faut pour faire une bonne empreinte. Donc il faut tenir compte de tout. Et ça, c'est quand même pas grand-chose de tenir compte de ça. La forme du manche. Mais vous avez également la forme du porte-empreinte. Quand on choisit un porte-empreinte, il faut essayer de choisir tout de même une forme et une largeur qui correspondent. Vous avez des arcades triangulaires, ça ne sert à rien d'utiliser un porte-empreinte de ce type-là, l'empreinte sera forcément fausse. Parce que là, le porte-empreinte n'est pas adapté. Il faut donc tenir compte de la forme de ces arcades. Et éventuellement, utiliser une pince à accrocher pour adapter. Et c'est pour ça que je vous conseille plutôt les porte-empreintes les plus simples possibles qu'on peut déformer à la pince. Alors, il est évident que si vous ne tenez pas compte de ce problème-là, vous allez avoir un porte-empreinte qui va être trop large. Et ce porte-empreinte trop large, il va écarter la joue et il va vous déformer le vestibule. Vous déformez le vestibule, il descend, il n'est plus à sa bonne place, votre porte-empreinte ne sera plus exact. Concernant ces porte-empreintes, vous avez également la hauteur et la longueur. Je vous déconseille totalement les porte-empreintes échancrées en arrière, parce que nous cherchons en empreinte primaire à enregistrer la surface la plus grande possible en arrière. Vous allez me dire, oui, mais le joint postérieur au voile du palais. Empreinte secondaire. Au stade primaire, on enregistre le plus loin possible. Et enfin, vous avez la hauteur des bords. Pour ma part, je préfère les bords les plus faibles.
Je n'aime pas beaucoup cette série-là, qui est la série de Schreimacher. Ce sont des porte-empreintes qui sont très chères, qui sont dits anatomiques, mais souvent il y a trop de matière, et en plus on ne peut pas les déformer. Donc je préfère les porte-empreintes les plus simples que je peux tordre et que je peux adapter, car il n'y a aucune série de porte-empreintes du commerce qui soit idéale pour aborder un cas clinique. C'est pourquoi il vaut mieux avoir plusieurs séries, les plus simples possibles, et les déformer. Là encore, si vous enfoncez trop votre porte-empreinte, vous allez déformer, enfoncer le fond du vestibule et votre empreinte primaire sera fausse. Vous avez également, encore pour compliquer les choses, naturellement l'espacement et le centrage du porte-empreinte. Alors là, c'est plus le porte-empreinte qui est en cause, c'est votre geste. Et c'est pas toujours évident de savoir où s'arrêter quand on est en empreinte primaire. On est souvent trop enfoncé, alors on interfère, pas assez. Alors ça, ce que je peux vous conseiller, donc, défaut de centrage, impose qu'on recommence l'empreinte. Ça, c'est une empreinte inacceptable. Et pour les problèmes d'espacement, en tout cas, je sais qu'il y a l'un ou l'autre enseignant dans cette salle. Pour notre part, on procède ainsi avec des étudiants qui ont un peu des difficultés au départ, mais enfin, il y a peut-être aussi des jeunes confrères qui commencent. Je dois dire que ça m'arrive aussi quelquefois d'utiliser ça. Vous pouvez faire des petites cales qui permettent alors de vous limiter dans votre enfoncement et vous êtes sûr de ne jamais interférer et surtout de ne pas aller enfoncer votre fond de vestibule. Il s'agit simplement de 3 petites cales en cire, c'est vraiment vite fait et ça vous optimise votre empreinte. À condition naturellement de bien centrer, parce que là encore, si vous ne centrez pas, vous allez déformer, prendre appui sur la joue, déformer le fond du vestibule. Bien. Alors, nous voilà bien avancés, mais alors, quoi prendre comme porte-empreinte? C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure, il n'y a pas d'idéal en matière de porte-empreinte. Vous avez cette série-là qui est pas mal, qui est vendue par Ivoclar Vivadent, mais on ne peut pas les déformer, simplement la forme est intéressante. Et puis vous voyez, il y a plusieurs formes en fonction de la résorption. Sinon, je vous conseille les plus simples, et Schreimacher certainement pas. Alors vous savez, je vous ai mis les devins, Serpac, Schreimacher, voilà, les accutraits de Fru, ce sont ceux-là, et c'est Ivoclar Vivadent qui les commercialise, ils sont très bien, mais ceux-là, pas plus que ceux-là. Je n'ai vraiment aucune marque privilégiée à vous proposer. Je vous dirais, ayez, si vous faites la complète et que vous aimez faire ça dans vos cabinets, ayez plusieurs séries de porte-empreintes différentes. Alors, par rapport au choix du matériau, là aussi, il y a une discussion sans fin entre universitaires de tous les pays concernant le plâtre ou l'alginate. Alors, je ne sais pas la position exactement en Algérie sur cette question-là. En France, tous les universitaires de toutes les facultés de France sont bien d'accord pour dire que c'est le plâtre, le meilleur matériau empreinte. C'est le meilleur, il n'y a pas de doute. Mais enfin, on est quand même beaucoup d'universitaires. Il n'y a plus qu'une fac en France quasiment qui maintient cet enseignement à fond pour dire quand même que c'est bien beau d'enseigner ça à nos étudiants, mais quand ils s'installent, ils ne la pratiquent pas. Il n'y a pas, les laboratoires sont formels, il n'y a pas 1% de leurs clients praticiens dans les labos qui pratiquent l'empreinte au plâtre. Par conséquent, on est tous tombés un peu d'accord pour essayer d'enseigner mieux l'empreinte alginate, puisque c'est celle qu'ils vont faire. Nous maintenons l'empreinte au plâtre dans l'enseignement pour les étudiants qui sont plus intéressés ou pour notre propre pratique. Mais ça n'est plus devenu incontournable, sauf à Paris 5, où vraiment ils sont restés très fidèles à ce type de restauration. Mais à Paris 5 comme ailleurs, les praticiens, quand ils sortent, ne font pas de plâtre. Alors, et pourtant le plâtre est le meilleur matériau et le moins cher. Alors si vous êtes, et on va en discuter un tout petit peu, si vous êtes adepte du plâtre, vous avez principalement 2 plâtres qui se proposent dans le commerce, c'est le Bucofix et le Snow White. Seul le Bucofix est recommandable, le Snow White est un mauvais plâtre à empreinte. Ça va bien pour faire des montages à l'articulateur, c'est tout. Dans les alginates, en revanche, vous en avez bien sûr beaucoup plus au niveau des marques. Je vous conseille quand même des alginates de bonne qualité, qui soient de grains assez fins, et surtout des alginates qui ne soient pas trop durs après gélification. Le meilleur, à notre sens, qui répond à ça, c'est l'Aromafine de chez GC. Mais enfin, n'importe quel alginate peut faire l'affaire.
Ce qu'il y a dessus, c'est que le plâtre est un matériau en soi, et s'il est bien manipulé, qui ne comprime pas, donc il est idéal pour faire une empreinte qui est dite statique, puisqu'on ne veut rien déplacer, il est idéal si on sait s'en servir. Il n'est pas apprécié des praticiens parce que c'est un matériau qui est difficile à utiliser, la technique n'est pas facile, on peut louper déjà pas mal d'empreintes au plâtre avant d'y arriver. C'est pas marrant pour le patient, parce qu'une empreinte au plâtre, c'est quand même pas très confortable. Il y a toujours des risques, en tout cas nous à Strasbourg, nous l'avons vécu, de particules de plaques qui partent dans la trachée. C'est arrivé il y a quelques années avec un étudiant, ça s'est terminé en ORL avec beaucoup d'angoisse, c'est évident. Donc voilà, c'est un matériau qui n'est pas facile et qui présente quelques risques. Bon. Alors l'alginate. L'alginate est un matériau qui est trop compressif pour l'empreinte primaire et je vous propose des solutions dans quelques minutes pour vous montrer comment mieux l'utiliser. Quoi qu'il en soit, que ce soit un plâtre ou que ce soit un alginate, c'est un plâtre, un alginate, lorsqu'ils sont mal utilisés, les deux empreintes ne sont absolument pas valables. Ça doit être un plâtre, c'est une mauvaise empreinte. Pourquoi c'est une mauvaise empreinte? Parce que ce plâtre a été manipulé beaucoup trop épais et que vous avez là un plâtre qui a comprimé le fond du vestibule. Et un vestibule qu'on gonfle est un vestibule qui descend et c'est un vestibule qui est faux. Le